Alors, je vais vous parler d'immigration et de santé mentale. Et souvent, la perception traditionnelle, c'est que l'immigration est un problème. Donc, on parle de rupture, de choc culturel, aussi des services qui ne sont pas appropriés pour des gens d'autres cultures et d'autres langues. Et pourtant, qu'est-ce qu'on sait? Pourtant, ce qu'on sait, et c'est vrai au Québec, au Canada et aux États-Unis, donc pour toute l'Amérique du Nord, c'est que les immigrants de première génération sont en meilleure santé physique et mentale que nous. Alors, on peut se demander pourquoi, parce que ça va un peu à l'encontre de nos présupposés. Ils sont en meilleure santé. Une première raison, c'est que ça prend beaucoup de force pour migrer, même pour se réfugier, sortir d'un pays en guerre ou changer de pays, ça prend beaucoup d'énergie et donc beaucoup de force. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des sources de détresse, mais les gens qui sont plus forts ont plus tendance à immigrer. Ça, c'est une première raison. Aussi, ça donne un sens à la vie parce qu'on s'attend à ce que la vie soit difficile. Et dans une grande étude qu'on avait faite au Québec, ce qu'on montrait, c'est qu'un item qui est habituellement un signe de dépression, donc l'impression que tout demande un effort, eh bien, 90% des immigrants, et ça c'était l'Institut de la statistique du Québec, nous disaient tout nous demande un effort parce que c'est dur d'immigrer. Mais c'était une mission, donc quelque chose qui donne un sens à l'effort et au stress dans la vie. Aussi, une autre raison, les immigrants en général au Québec et en Amérique du Nord ont des meilleures habitudes de vie que nous en termes de sommeil, de consommation, d'alimentation, etc. Et même de famille. Et donc le dernier facteur, et ça c'est des études en Angleterre, mais on le retrouve ici aussi, qui le montrent, c'est souvent des familles plus unies, une cohésion familiale et des compétences parentales. Tout ça peut faire que ça va plutôt mieux pour eux. Attention, en deuxième et troisième génération, là, ça change, ils redeviennent comme nous. Maintenant, les immigrants sont aussi une richesse pour tous ici. Regardez la façon dont on emprunte à ce que les autres pays ont fait pour nous sentir mieux, pour nous soigner. Pensez par exemple à la pleine conscience, à la méditation, au yoga, à beaucoup de choses en alimentation aussi, et même en spiritualité. Donc, on emprunte à toutes ces différentes traditions et cultures parce que ça nous enrichit et parce qu'il faut apprendre des autres d'autres façons d'être bien. Nous n'avons pas l'apanage de la santé mentale positive et nos recherches non plus. Mais alors, qu'est-ce qui pose un problème? Là, je vous ai fait rapidement un portrait très positif des ressources et des forces des gens en immigration et des communautés. Ce qu'on sait, c'est que le contexte post-migratoire, donc ce qui suit l'immigration, est, je dirais, à court, moyen et long terme, souvent plus important que ce qui s'est passé avant. Souvent, on parle d'immigration, j'ai beaucoup travaillé avec les réfugiés, donc vivre la guerre, c'est difficile, vivre des traumatismes, bien sûr, et des séparations, des pertes et des deuils, mais la façon dont on est accueilli, ça l'est encore plus. Et ce qu'on a vu dans les 30 dernières années, mais surtout dans les 20 dernières années, c'est un glissement des représentations. Donc, les immigrants qui avant étaient vus comme plutôt bienvenus, les réfugiés qui étaient vus comme des gens vulnérables qu'il fallait aider, sont maintenant vus comme des gens qui ne sont plus les bienvenus, qui sont éventuellement des criminels, qui sont des fraudeurs. Regardez tout le débat en ce moment sur le chemin Roxane, qui dépend pourtant de nos propres problèmes de politique migratoire, pas des réfugiés eux-mêmes. Donc, notre société est devenue beaucoup moins accueillante. La loi 21, la loi 96, beaucoup plus contraignante aussi. Donc, dans cet environnement moins protecteur, je pense qu'il faut, et c'est là que le colloque est intéressant, travailler tous ensemble pour créer des liens, parce que ça, c'est essentiel pour contrer ces dérives actuelles. Sinon, nous allons nous diviser tous. Ce sera, et c'est déjà plus difficile pour les immigrants et réfugiés, et ce sera beaucoup plus difficile pour nous comme société, parce que plus nous nous divisons, plus ça crée de la haine, du ressentiment, de la peur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien sûr, il faut que nous travaillions tous ensemble sur nos politiques et nos politiques d'accueil. Et vous savez que l'inclusion par le blâme, blâmer les gens
par exemple les traités de racisme. Ça n'a jamais fait bouger personne. Ça amène du ressentiment et finalement des représailles après. Personne n'aime être blâmé. Comment donc pouvons-nous retravailler et fortifier cette appréciation mutuelle dans un dialogue qui inclut des désaccords? Et je pense que c'est ça notre grand défi autour de votre thème, un défi qui dépasse la question des immigrants et réfugiés, même s'ils se retrouvent là. Comment est-ce qu'on dépasse la xénophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, et j'en passe? Eh bien, c'est difficile. Et ça veut pas dire que nous sommes tous d'accord. Nous ne sommes pas tous d'accord. Mais comment pouvons-nous, plus largement dans nos sociétés, pour créer ces liens, survivre à nos désaccords, créer des liens pas donc malgré et en dépit de nos désaccords. C'est important. Ça ne veut pas dire les nier, mais c'est une façon, et je nous le souhaite, de relancer le dialogue malgré ces désaccords. Alors, comment ça peut se faire? De multiples façons. Nous l'avons fait pendant maintenant 30 ans dans les écoles par des programmes d'art qui renforcent les liens entre les profs et les élèves dans les classes d'accueil, dans les classes régulières aussi, où il y a une très forte proportion d'immigrants et de réfugiés. Et l'idée, c'est qu'encore que, et je voyais qu'il y avait d'autres activités artistiques liées au colloque, c'est ce regard indirect de dire qu'il y a des choses, l'art en est une, qui nous rejoignent dans notre humanité au-delà un petit peu de nos désaccords ou qui permettent d'exprimer cela d'une façon qui n'est pas trop blessante. Aussi, bien sûr, ça implique dans toutes nos institutions une adaptation qui permet à l'autre qui arrive d'être en sécurité, mais je dirais suffisamment en sécurité, parce que vous savez bien, dans tous les liens humains, nous ne sommes jamais complètement en sécurité. Alors, c'est les deux choses que je nous souhaite pour aujourd'hui, cette idée de dialoguer en survivant à nos désaccords, pas dans le consensus, et peut-être la deuxième chose, cette idée de construire des lieux où nous sommes suffisamment en sécurité, mais en faisant un peu le deuil d'une sécurité absolue qui ne fait pas partie des rapports humains. Merci.